Ah, les chiens et leur flair légendaire. Ils repèrent le moindre fumet de croquettes et peuvent suivre une piste à l'odeur. Et nous, les humains, que savons-nous de notre odorat ? Des scientifiques du monde entier explorent nos capacités olfactives et en dévoilent des facettes insoupçonnées. Leur enquête le confirme, ce sens nous mène par le bout du nez. Ils apprennent ainsi à décrypter le langage secret de nos odeurs corporelles qui nous charment, nous révulsent et nous avertissent même de certains dangers. L'odorat guiderait nos amitiés, nos amours et raviverait nos souvenirs. Et c'est quand notre système olfactif nous lâche, comme beaucoup l'ont réalisé en perdant l'odorat avec le Covid-19, que nous mesurons à quel point nous perdons un lien invisible mais essentiel avec le reste du monde. Alors, pour nous aider à retrouver la joie de sentir, les chercheurs suivent le coupable à la trace. Partons ensemble à la découverte des pouvoirs de l'odorat, le plus fascinant et le plus méconnu de nos sens, qui est pourtant juste sous notre nez. On est à Megève. Ici se trouve mon hôtel-restaurant. Je m'appelle Emmanuel Renaud, je suis chef cuisinier. Ma cuisine est une cuisine de nature, une cuisine d'odeur. Avant de la déguster, on la sent, que ce soit dans les côtés fumés, dans les côtés floraux, dans les côtés racines, dans les côtés champignons. Sacré meilleur ouvrier de France en 2004, Emmanuel Renaud a su gravir les sommets. Il obtient sa 3e étoile au guide Michelin en 2012 avec une cuisine qui puise son inspiration dans le terroir alpin. Pour ma cuisine, je vais me promener dans les bois. On n'a pas les mêmes odeurs dans les sous-bois l'hiver, l'automne ou le printemps. On va pouvoir associer les saisons aux odeurs et les odeurs à notre cuisine, à notre interprétation de nos plats. Mais en 2020, tout s'écroule pour lui avec l'arrivée de la pandémie. C'est l'un des désagréments pénibles et encore mystérieux du Covid-19. Plusieurs mois après l'avoir contracté, des patients n'ont toujours pas retrouvé leur odorat. C'est très fréquent, cela toucherait 8 malades du coronavirus sur 10. De nombreux patients ont déploré une perte totale de l'odorat. On appelle ça l'anosmie. Je suis sorti du Covid avec plus d'odeur, plus de palais, rien du tout. Ça veut dire partir de zéro. Et le fait de ne pas avoir d'odeur, c'est un petit peu plat, il n'y a pas de plaisir. L'odorat, c'est indispensable. Parce qu'avant d'avoir ce contact physique avec l'aliment, l'odeur va indiquer ce qu'on va goûter et va préparer le cerveau. Ça va aussi animer des sens qui vont nous mettre en appétit. Si Emmanuel Renaud a perdu l'odorat et le goût en même temps, c'est parce que les deux sens sont intimement liés. Sucré, salé, amer, acide et umami, voici les saveurs détectées par nos papilles. Tout le reste de ce que nous appelons le goût provient en fait du nez. En bref, c'est seulement quand notre goût et notre odorat fonctionnent de pair que nous pouvons apprécier pleinement toutes les saveurs d'un plat. On ne peut pas être cuisinier sans odorat. Et si j'avais perdu le goût et l'odorat, j'aurais trouvé une autre direction dans ma voie professionnelle. Tout comme Emmanuel Renaud, avec l'épidémie de coronavirus, des millions de personnes ont perdu, ou presque, le sens de l'odorat. C'est le cas de Nicole à Dresde, en Allemagne. Cela fait plusieurs mois qu'elle ne sent plus grand-chose. Mais que se passe-t-il exactement ? Pourra-t-elle un jour retrouver tout son odorat ? Pour le savoir, elle vient consulter à l'hôpital universitaire. Asseyez-vous. C'est Thomas Hummel, un spécialiste de l'odorat reconnu dans le monde entier, qui va tenter de répondre aux questions de Nicole, en commençant par lui en poser. Je vais vous présenter des odeurs et vous allez essayer de les reconnaître.
Qu'elles soient agréables ou franchement nauséabondes, ce que nous appelons odeurs sont des molécules volatiles présentes dans l'air tout autour de nous. Exemple avec le café. Quand nous le sentons le matin, ce sont ces différentes molécules odorantes qui montent dans notre cavité nasale. Elles vont jusqu'à l'épithélium, une partie du nez sensible aux odeurs. Ici se trouvent des millions de neurones qui portent des récepteurs olfactifs classés en 400 familles différentes. Lorsque les molécules odorantes atteignent les récepteurs qui leur correspondent, ces neurones envoient des impulsions électriques au bulbe olfactif. Il attribue un code à chacune des molécules. Ces informations sont ensuite transmises au cortex olfactif. C'est là que cette combinaison unique de codes peut être reconnue et associée à un mot que nous avons appris. Ici, le mot café. C'est sous cette forme que l'odeur est enregistrée dans notre cerveau. Nous la reconnaîtrons à chaque fois que nous inspirerons ce même cocktail de molécules odorantes. Mais alors, que se passe-t-il pour les patients atteints par le Covid et qui n'ont plus d'odorat ou dont l'odorat est altéré? Je peux sentir encore une fois? Cet examen consiste à identifier 16 odeurs communes que nous reconnaissons normalement facilement. Citron. Ananas. Pour chacune d'entre elles, il faut choisir entre 4 options différentes. Cela permet de mesurer l'étendue de la perte d'odorat. Jambon. Verdict, sur 16 odeurs, Nicole n'a pu en identifier que 9. La dernière odeur n'était pas celle du jambon, mais du poisson. De manière générale, l'examen indique que vous percevez les odeurs, mais pas très bien. Le diagnostic? Comme beaucoup de patients Covid, Nicole souffre d'hyposmie, une altération partielle de l'odorat. Son odorat est devenu moins sensible et distingue moins facilement les odeurs. Mais d'où vient cette perte? Il faut d'abord vérifier avec une caméra endoscopique qu'il n'y ait pas d'obstacle physiologique. Alors, la fente olfactive a l'air dégagée. Rien ne bloque le nez. Alors que se passe-t-il? Il aura fallu aux chercheurs presque 2 ans d'exploration pour trouver la bonne explication à ce mystérieux problème. Le virus du Covid-19, lorsqu'il arrive dans la cavité nasale, ne s'attaque pas directement aux récepteurs des molécules olfactives. Il s'attaque aux cellules de soutien qui nourrissent les cellules olfactives et les protègent des agressions extérieures. Sans cellules de soutien, les cellules olfactives sont défaillantes. Harold, is the coffee all right? You've got to tell me what's wrong with the coffee. Le problème ne vient pas du café, mais de l'infection par le Covid, qui, en s'attaquant aux cellules de soutien, entraîne un dysfonctionnement de certains récepteurs. Ici, ceux des arômes fruités et grillés du café. Résultat, une odeur d'habitude agréable peut devenir âcre et répugnante. Tout le plaisir du café matinal est gâché. Lorsque le virus est très agressif, les cellules de soutien meurent. On a alors une inflammation locale qui peut à son tour entraîner la destruction des cellules olfactives. Quand l'infection est sévère, les cellules de soutien et les cellules olfactives sont complètement détruites. Alors c'est la panne totale. L'anosmie. Cela explique qu'il y ait différents degrés de perte olfactive due au coronavirus. Chez la plupart des gens, ça dure quelques jours. Mais chez d'autres, ça peut durer des mois, des années. Et dans les cas extrêmes, la perte d'odorat est définitive. Les scientifiques ont donc pu expliquer ce qui perturbait le bon fonctionnement de l'odorat de patients atteints du Covid. Mais il leur reste maintenant à savoir comment les aider à retrouver pleinement l'usage de ce sens. Alors, pour concevoir un protocole thérapeutique, les chercheurs sont allés voir les champions de l'odorat et leurs entraîneurs. Dans cette école à Versailles, les étudiants apprennent à reconnaître les fragrances. Ils veulent devenir ce qu'on appelle des nez. La question qui tue. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent la barbe à papa. Ça rappelle la fête foraine. Ça sent les Smarties. Moi, je trouve ça fait pain grillé. Le pain grillé avec de la confiture de fraises, non? Depuis qu'on est tout petit, on apprend à lire, on apprend à compter, on apprend les couleurs, on apprend le toucher, avec le lisse, le rugueux, le chaud, le froid.
Mais sur le langage olfactif, on n'apprend rien du tout. L'objectif, c'est de leur réveiller l'odorat, de leur apprendre à communiquer sur les odeurs. Les étudiants passent ainsi plus de 30 heures par semaine à développer leurs facultés olfactives. Cela passe par un décryptage toujours plus précis des parfums classiques et de leurs formules complexes. Travailler son odorat, c'est vraiment un exercice quotidien. C'est un entraînement comme un sportif de haut niveau. Dans ce laboratoire à Lyon, Jen Plailly cherche à mieux connaître les caractéristiques des cerveaux des parfumeurs. Voici ce qu'elle a pu observer. Normalement, avec l'âge, les régions olfactives du cerveau rétrécissent. Mais pour le cerveau des parfumeurs, c'est une toute autre histoire. Est-ce que le cerveau des parfumeurs est différent du cerveau des personnes qui, du coup, n'ont pas d'expérience olfactive? Enfin, pas plus que moi, une expérience normale. En comparant les deux, on a montré que l'âge avait un impact différent sur la structure du cerveau. Chez les parfumeurs, le volume augmente avec l'âge. Comme si l'expertise contrecarrait l'effet de l'âge. Un développement cérébral similaire à celui observé chez les musiciens ou les sportifs de haut niveau et qui souligne l'extraordinaire capacité du cerveau à s'adapter à l'expérience vécue et à son environnement. Plus on s'entraîne, plus le cerveau sera modifié par cet entraînement. C'est ainsi qu'en quelques mois, les apprentis parfumeurs vont beaucoup progresser. Ils distinguent mieux les odeurs, même lorsqu'elles sont très similaires, et surtout, ils sont capables de les caractériser en s'appuyant sur un vocabulaire technique. D'abord, c'est un synthétique ou un naturel? Synthétique. C'est un peu poudré aussi. Ça sent le boisé. Alors, c'est l'ambroxyde. C'est un synthétique. Du coup, le premier descripteur, c'est santalé. Le deuxième, on va souligner l'aspect floral, mais vous me précisez que c'est violette. Et en 3, on va mettre le côté lacté. Dans sa clinique de Dresde, Thomas Hommel s'est inspiré de ce type de formation pour rééduquer ses patients, comme Nicole, qui ont perdu une partie de leur odorat. Vous avez ici 4 parfums. La rose, le citron, l'eucalyptus et le clou de girofle. Tenez, sentez la rose. Je vais vous demander, pendant 4 à 6 mois, de sentir chacun de ces parfums pendant 30 secondes, tous les matins et tous les soirs. Ces 4 parfums ont été choisis car ils activent un nombre très élevé de familles de récepteurs olfactifs différentes. Cela améliore le processus naturel de régénération et stimule les cellules de soutien et les cellules olfactives pour qu'elles se rétablissent. C'est une particularité des cellules olfactives. Ce sont des neurones, des cellules nerveuses à part entière qui peuvent se régénérer. Mais c'est très long. Il ne suffit pas de les répliquer. Leurs ramifications doivent repousser jusqu'au cerveau et ils doivent rétablir des connexions avec les structures du système nerveux central. Et ça prend beaucoup de temps. Rendez-vous dans 6 mois pour voir si ce traitement va fonctionner sur Nicole. Nous n'en sommes qu'au balbutiement en termes de thérapie, mais les scientifiques continuent à explorer les particularités de notre odorat. Ils ont notamment besoin de comprendre pourquoi la perception des odeurs n'est pas la même pour tout le monde. Non loin de Toulouse, un groupe de scientifiques fait de ce domaine viticole un laboratoire en plein air. Ils recréent aujourd'hui une dégustation de vin bien particulière. Alors nous avons ici 2 échantillons de vin rouge. Et donc l'un des objectifs va être de savoir si les dégustateurs sont capables de percevoir, de sentir les différences. Je trouve pas de différence marquée. Oui, il y a une différence. Quelle différence? Je dirais que un, il est plus sur des notes de fruits assez mûrs et l'autre, il est plus floral.
Pourquoi cette différence? Vient-elle d'une plus grande habitude de la dégustation de vin ou bien d'une affaire de sensibilité individuelle? Pour le savoir, les scientifiques ont poussé plus loin l'expérience en faisant des tests ADN. Ils ont découvert que la participante avait un récepteur olfactif que le participant, lui, n'avait pas. Le résultat de notre étude, c'est que dans la population française, la moitié des individus étaient capables de détecter la bêta-ionone, alors que l'autre moitié n'était pas capable de la détecter. Et la bêta-ionone, c'est ce qui donne au vin son arôme de violette. En fait, si le participant ne sentait rien, ce n'était pas par manque de talent, mais à cause de ses gènes. Nous avons hérité de nos ancêtres à peu près 1 millier de récepteurs olfactifs, de gènes qui devraient permettre de détecter des molécules odorantes. Mais peu à peu, au cours de l'histoire évolutive, les mutations apparaissent. Au fil de l'évolution, le nombre de gènes actifs donnant naissance à des récepteurs olfactifs a diminué. Alors qu'on estime qu'il y avait 1000 types de récepteurs fonctionnels chez l'ancêtre de tous les primates, il n'en reste plus que 400 chez les humains. Mais ces 400 types de récepteurs ne sont pas tout à fait les mêmes pour tout le monde. Chaque humain va avoir son répertoire de gènes fonctionnels à lui, qui va être différent de son voisin, de son frère, de ses parents. Et donc chaque individu va pouvoir détecter ses propres molécules et va avoir sa propre perception d'un aliment, d'une odeur, d'un parfum. Nous sommes donc tous dotés de récepteurs un peu différents. Et cela explique pourquoi notre odeur préférée peut être un vrai repoussoir pour d'autres. Nos nez reflètent notre patrimoine génétique singulier. Alors, est-ce que tout est joué au niveau héréditaire? Sommes-nous irrémédiablement cantonnés à l'éventail d'odeurs que nos récepteurs olfactifs nous permettent de repérer? Eh bien, pas tout à fait. En Israël, sur ce campus près de Tel Aviv, des scientifiques cherchent à explorer les limites de notre système olfactif et ils ont fait des découvertes particulièrement étonnantes. Contrairement à ce que l'on pense, l'odorat humain est extrêmement développé. Si on mesurait ses capacités comme celles d'un instrument, on obtiendrait des résultats incroyables. Le nez est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on peut fabriquer. Il est capable de percevoir des odeurs présentes dans une concentration infinitésimale. Fasciné par ses pouvoirs extraordinaires, Noam Sobel a voulu savoir si les êtres humains pouvaient suivre une piste à l'odeur comme le font les chiens. C'était en 2007, alors qu'il était professeur à l'université de Berkeley, en Californie. Une boutade lancée pendant un pique-nique qui s'est transformée en véritable expérience. On leur a bouché les oreilles et couvert les yeux, ils portaient des gants. Bref, on a fait en sorte qu'il n'y ait aucune interférence sensorielle. À part l'odorat, ils ne pouvaient se servir d'aucun sens. Tout était recouvert, il n'y avait que le nez qui dépassait. Reconstitution de l'expérience avec sa collègue Inbal Ravrebi. Sous la pelouse, à quelques centimètres de profondeur, les chercheurs ont enfoui des cordelettes imprégnées de différents parfums. Ils ont demandé aux volontaires de flairer le sol afin de savoir s'ils pouvaient suivre ces pistes odorantes. Les résultats étaient excellents, c'était vraiment surprenant. En l'espace de 4 jours, les participants parvenaient à suivre une piste olfactive. Enfin, aussi longtemps qu'ils pouvaient marcher à 4 pattes. Les scientifiques ont fait des observations surprenantes. Certains participants étaient équipés de capteurs qui permettaient de mesurer le flux d'air dans leur nez et donc d'observer le comportement de leurs narines. Le fait d'avoir 2 yeux contribue largement à la perception du relief. De la même manière, le fait d'avoir 2 oreilles permet de localiser les sons dans l'espace. Donc si on a 2 narines, ce n'est pas un hasard. Les 2 orifices du nez fonctionnent de manière complètement indépendante. Et le flux d'air n'est pas le même des 2 côtés. Il est plus important dans une narine que dans l'autre. Or, certaines odeurs sont plus facilement perçues lorsque le flux d'air est faible, et d'autres lorsqu'il est élevé.
Et les narines changent de rôle toutes les 2h30. Nos narines fonctionnent donc en stéréo, comme nos oreilles, ce qui permet une localisation précise des odeurs dans l'espace. D'ailleurs, quand les scientifiques réunissent artificiellement les deux flux d'air en un seul canal mono, les participants perdent rapidement la trace des cordelettes. Le fait d'avoir deux flux d'air simultanés permet d'élargir l'espace olfactif au sein de votre fenêtre de perception optimale. Donc, on est équipé pour pouvoir suivre des odeurs. On sait que les chiens ont d'excellentes facultés dans ce domaine. Mais nous aussi, on en est capable. Pas aussi bien que les chiens, mais mieux qu'on ne le pense. Meilleur qu'on ne le pense parce que la taille de notre cerveau nous a permis de compenser le fait que nous ayons moins de récepteurs olfactifs que des animaux comme les chiens. Ce que l'expérience a montré, c'est qu'un bon entraînement permet de nous mettre à niveau. En attendant, ceux d'entre nous qui sont privés d'odorat manquent d'un précieux instrument qui permet à la fois d'éviter les dangers, d'aller à la boulangerie pour chercher du pain tout juste sorti du four, ou encore de plonger le nez dans le cou de leurs enfants. Cependant, les capacités olfactives des chiens et le rôle de l'olfaction dans leur comportement continuent à donner des idées aux scientifiques. Notre odorat humain a-t-il aussi un pouvoir sous-estimé dans nos rapports sociaux? Dad, this is Wallyka. Well, hello, Wally. La chercheuse Inbal Ravrobi nous explique une expérience récente menée à l'Institut Weizmann. Plusieurs centaines de volontaires sont accueillis par une poignée de main, puis observés à l'aide d'une caméra cachée. Après une poignée de main, on a tous tendance à rapprocher la main de notre nez. Regardez cette participante. Elle porte la main à son sourcil. Regardez cette autre scène. Ils se serrent la main, ils échangent quelques mots, et quelques secondes plus tard, elle porte la main à son visage dans la région du nez. Ces gestes n'ont l'air de rien, mais en fait, ils sont en train de sentir l'odeur corporelle de leur interlocuteur. En bref, se serrer la main ou même se faire la bise ne sont rien d'autre que des moyens socialement acceptables de passer en revue l'odeur de la personne que nous saluons. Nous sommes comme tous les mammifères, guidés par notre odorat. Quand vous embrassez quelqu'un, vous faites... Vous n'expirez pas, vous prenez une inspiration, et cela par le nez. C'est une manière de recueillir des informations olfactives. On passe notre temps à se renifler les uns les autres. Mais quelles sont ces précieuses informations que nous cherchons à obtenir quand nous sentons les gens? Inbal Ravrobi a voulu en savoir plus. Quand deux chiens se croisent, leur premier réflexe est de se renifler mutuellement. C'est une façon de faire connaissance, de savoir s'ils peuvent être amis. Et on s'est demandé si les humains faisaient la même chose. Pour tester son hypothèse, elle a monté une expérience originale. Elle a regroupé des volontaires qui ne se connaissaient pas, deux par deux, face à face, et leur a demandé de faire des mouvements de danse synchronisés. L'un devait répéter les mouvements de l'autre, comme dans un miroir. Je ne voulais pas qu'ils se parlent. Je ne voulais pas qu'ils échangent des informations sur leur centre d'intérêt, leurs valeurs, leurs traits de caractère, leurs goûts musicaux. Je voulais que leur odeur corporelle fasse tout le travail. Après cette danse muette, qui libère les effluves de chacun dans la pièce, Inbal Ravrobi leur a demandé s'ils s'étaient appréciés, s'ils avaient senti des affinités immédiates. Le coup de foudre amical, c'est le sentiment d'être sur la même longueur d'onde, de se connaître depuis longtemps. Vous sentez que cette personne peut devenir votre meilleur ami. Pour confirmer le rôle des odeurs corporelles dans ce coup de foudre amical, elle a analysé les échantillons des odeurs des participants avec des microcapteurs. Elle a ensuite établi leurs profils odorants pour les comparer. Plus leurs odeurs corporelles étaient similaires, plus ils s'appréciaient, plus ils avaient envie de devenir amis. Ce qui est génial, c'est que sur la base de ces odeurs corporelles, on pouvait prévoir ces affinités à hauteur de 71%. L'odeur de quelqu'un permet de déterminer de manière assez fiable si vous allez l'apprécier ou pas.
On parle souvent d'alchimie entre deux individus. Eh bien, cette expérience montre qu'il s'agit effectivement d'un processus chimique. Sans que nous en ayons réellement conscience, notre nez joue un rôle primordial dans nos interactions sociales. Imperceptiblement, il nous guide vers ceux qui pourraient devenir nos amis. Mais qu'en est-il de l'amour et des relations amoureuses? L'odorat mène-t-il la danse? Pour le savoir, un groupe de femmes s'est prêté à une expérience scientifique au protocole un peu étrange. Elles ne pouvaient se laver qu'avec des produits qui ont un pH neutre. Il fallait aussi qu'elles soient non fumeuses. Elles n'avaient pas le droit aux épices ou à l'ail. Bref, elles ne pouvaient consommer aucun condiment qui altère l'odeur corporelle. Les contrôles et les prélèvements ont été effectués de manière à ce que leur odeur reste la plus intacte possible. Les participantes ont dû aussi fournir des échantillons d'urine et dormir avec des compresses sous les aisselles. Elles devaient passer la nuit seules, sans amant ni mari, sans même un animal de compagnie. Ce qui nous intéressait, c'était de savoir si certaines de ces odeurs attiraient plus les hommes que d'autres et pourquoi. On a isolé l'odeur corporelle de chaque femme dans un flacon. Et puis, on a recruté des hommes et on les a fait venir au laboratoire pour sentir ces échantillons. On dit souvent « je ne peux pas te sentir ». Eh bien, on voulait savoir si cette expression avait un fondement scientifique. Pour la deuxième partie de l'expérience, Daria a invité des hommes qui se définissaient comme hétérosexuels. Elle leur a demandé d'aller de cabine en cabine pour y sentir les odeurs des participantes. Alors, charmés ou pas? Ils devaient évaluer leur degré d'attirance. Ce qui nous a surpris, c'est qu'ils étaient tous attirés par les mêmes échantillons. Les résultats ont été sans appel. Les meilleures notes ont toutes été attribuées aux mêmes femmes. Alors, on a voulu savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que l'odeur d'une femme est plus attirante que celle d'une autre ? L'équipe de recherche a comparé les taux d'hormones de ces femmes. Celles qui avaient les meilleures notes avaient tout un point commun. Elles avaient les plus hauts niveaux en œstrogène et les plus bas en progestérone. Un niveau élevé d'œstrogène et un faible taux de progestérone indiquent que la participante se trouve dans la période la plus fertile de son cycle menstruel. On peut donc y voir un reliquat de l'évolution. Et aujourd'hui encore, l'odorat des hommes est programmé pour détecter ce genre de choses. Ainsi, l'odorat semble aussi avoir sa part dans l'attirance homme-femme au milieu de tous les facteurs socio-économiques que l'on connaît. Et bien sûr, il faudrait multiplier les investigations pour rendre compte de l'attirance dans tout le spectre amoureux humain. Quoi qu'il en soit, les odeurs ont bel et bien un pouvoir, et Hollywood a longtemps essayé de s'en emparer. En 1960 sort le film Scent of Mystery, accompagné d'une technologie très prometteuse, le Smell-O-Vision. Des fleurs aux embruns marins, des dizaines d'odeurs sont diffusées dans le cinéma. À l'écran, une femme mystérieuse, connue uniquement par son parfum, et son poursuivant inconnu, un fumeur de pipe. Mais le coût astronomique du dispositif empêche la technologie de se diffuser.
Dans les années 80, John Waters présente le film devenu culte Polyester, avec cette fois une technologie olfactive plus simple. When a number appears on the screen, that is your signal to scratch and to sniff the same number on your odorama card. Le cinéma odorant n'a jamais décollé commercialement. Dommage. Ou pas. Mais cela n'a pas découragé les scientifiques de continuer à creuser le lien entre cinéma, émotion et odeur. Au Portugal, de courageux participants se sont portés volontaires pour regarder des films d'horreur. L'idée, c'est d'induire un sentiment de peur. On veut observer des participants effrayés. Pendant cette expérience, Gun Chemin et son équipe ont demandé à leurs cobayes humains de porter des compresses sous leurs bras pour recueillir leurs effluves terrifiés. Ils ont aussi enregistré leurs mouvements oculaires en s'assurant bien qu'ils ne puissent pas détourner le regard des scènes affreuses. Très vite, la peur se manifeste sur leur visage à travers la contraction de plusieurs muscles faciaux. Leurs yeux s'écarquillent, le front se plisse, la bouche s'ouvre. Je voulais savoir si les émotions humaines étaient communiquées par la sueur. Une fois les compresses collectées, Gun Chemin est passé à la deuxième phase de l'expérience. Un autre groupe de volontaires a été équipé d'instruments qui détectaient l'activité de leurs muscles faciaux sur le front, sur les joues, autour des yeux et de la bouche. Un capteur sur la main mesurait quant à lui les réponses sensorielles de la peau. Puis, on leur a fait sentir les odeurs des volontaires qui ont visionné les films d'horreur. Résultat, les visages sont restés impassibles. Impassibles, mais en apparence seulement, car les enregistrements des appareils de mesure racontaient une toute autre histoire. Différents muscles faciaux, différentes parties du visage s'activent. Et on mesure ici les courants électriques qui les traversent. La courbe du haut représente l'activité électrodermale. Plus elle est élevée, plus le sujet est tendu. Les deux lignes du dessous, les graphiques rouges et verts, correspondent à l'activité du front, qui est associée à la peur et à la colère. Les mesures ont montré clairement que l'odeur de la sueur transmettait une réaction de peur, même si elle n'était pas visible à l'œil nu et que les participants n'en étaient même pas conscients. De la même manière, les odeurs produites par des volontaires qui regardaient des vidéos drôles ou bien écœurantes provoquaient elles aussi les réactions physiques correspondantes chez les volontaires qui les sentaient. Les émotions sont transmises par la sueur, mais c'est un processus inconscient. On ne sait pas qu'on est en train de dire qu'on a peur, qu'on est heureux ou qu'on est triste. Mais ce n'est ni plus ni moins qu'un moyen de communiquer avec le reste du troupeau. Si vous ressentez du dégoût, vous voulez prévenir les autres, ne mangez pas ça. Lorsque des gens assistent à un spectacle comique, ils font part de leur amusement par l'odeur. L'odorat est un des moyens de communication les plus méconnus, mais aussi les plus puissants qui soient. Ceux qui n'ont pas d'odorat sont donc privés de ce moyen de communication. Un moyen de communication considérable qui peut même aller au-delà des émotions et défier la médecine. En 2017, une Britannique, Joy Milne, a fait la une grâce à un don particulier. J'ai rencontré Les à l'âge de 16 ans. Et il avait une odeur musquée très virile que j'adorais. Puis quand il a eu 31 ou 32 ans, cette odeur a changé. Ce changement d'odeur apparaît en même temps qu'une série de mystérieux symptômes. Au fil des années, Les devient de plus en plus malade. Il perd même son emploi. Mais ce n'est qu'au bout de 12 ans qu'un diagnostic est enfin posé. Les souffre de la maladie de Parkinson.
Quand on est allé à notre première réunion, j'ai constaté à ma grande surprise que les autres participants, également atteints de la maladie de Parkinson, avaient la même odeur que Les. Je lui ai dit, « Tu sais l'odeur dont je t'ai parlé? Eh bien, elles ont la même, en plus ou moins fort. » Et à partir de ce moment-là, il est presque redevenu lui-même. Il s'est mis à faire des recherches. Il voulait comprendre d'où venait cette odeur. Et sur son lit de mort, il m'a fait promettre de poursuivre ses travaux. Son nez hors du commun a permis à Joy Milne de détecter la maladie bien avant les médecins. Aujourd'hui, elle a tenu sa promesse et aide les chercheurs à mettre au point un test de dépistage basé sur la signature odorante chimique de la maladie de Parkinson. En France, des chercheurs essaient eux aussi d'apprendre à décrypter les signatures olfactives de certaines maladies. Ne respirez pas. Notamment celle du cancer du sein. Respirez. Détecter précocement le cancer, c'est essentiel si on veut traiter rapidement et avoir des chances que ces traitements marchent. De nombreuses femmes hésitent à se faire dépister car elles trouvent les mammographies trop douloureuses ou les dépistages trop contraignants. Alors, Isabelle Fromentin a cherché à mettre au point une méthode de dépistage alternative. Salut Nougat. Bon, on va te regarder bosser. Elle s'est appuyée sur l'allié préféré des scientifiques de l'odorat, le chien. La chercheuse a délaissé ses microscopes pour Nougat, le chien dépisteur. Elle a amené avec elle des échantillons de transpiration de patientes atteintes de cancer du sein. Comme pour beaucoup d'autres maladies, les cellules cancéreuses, quand elles se multiplient, produisent des molécules qui se diffusent dans le sang et modifient l'odeur des personnes touchées. Donc là, on a installé les 4 échantillons. Et le but du jeu, on va mettre le chien sur le tapis de départ. Et puis on va voir si oui ou non il réussit à trouver cet échantillon positif. Dans 90% des cas, le chien parvient à identifier l'échantillon positif. Mais l'exercice a ses limites. Pour le cancer, on est dans des signatures complexes odorantes et à des niveaux extrêmement bas, le tout mélangé à l'odeur humaine. Donc l'exercice est difficile. Et puis on remarque, mais on est dans l'être vivant, qu'il y a des jours où le chien est très en forme, a très envie de jouer et va se prêter à ce jeu de détection avec une aisance assez bluffante. Et puis il y a d'autres jours où il n'a pas envie, mais j'ai envie de dire un peu comme nous tous. Alors, pour pousser ses recherches plus loin, Isabelle est allée chercher de l'aide auprès de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Alors pourquoi eux? Parce que eux travaillent déjà pour chercher l'empreinte olfactive humaine. Et ils travaillent sur l'odeur humaine. Eux, à des fins criminalistiques, chez nous, le criminel, en gros, c'est le cancer. Donc on s'est associés en se disant, on va essayer ensemble de trouver cette signature olfactive. Pour analyser les odeurs humaines, les scientifiques peuvent compter sur un équipement de pointe. Cette machine, c'est un chromatographe en phase gazeuse bidimensionnelle. Il va nous permettre de séparer les différentes molécules de l'odeur grâce à cette colonne capillaire que vous pouvez voir ici. Les échantillons de sueur des malades sont chauffés jusqu'à passer à l'état gazeux. Ainsi dispersées, comme vaporisées dans un feu d'artifice d'effluve, chacune des odeurs peut être décomposée et visualisée. Ces centaines de pics correspondent à autant de molécules différentes. On observe sur ces chromatogrammes l'empreinte olfactive d'un individu. Il va falloir retrouver finalement là-dedans la molécule ou les molécules qui sont caractéristiques du cancer du sein. Et c'est vraiment une tâche très ardue.
Donc il y a en plus une grande variabilité sur les composés que l'on va retrouver. Il y a différents types de cancers avec différents stades. L'odeur d'une personne va changer au cours de la journée. Qu'on soit atteint du cancer ou pas, notre odeur va être modifiée par notre activité physique, par nos émotions, etc. Donc là, il faut encore aller plus loin pour pouvoir réussir à avoir des informations pertinentes à apporter aux médecins. L'analyse au niveau moléculaire nous fait comprendre encore un peu plus finement les mystères des odeurs et des messages qu'elles véhiculent. Mais notre capacité à comprendre et interpréter les odeurs humaines n'en est encore qu'à ses balbutiements. Car s'il est clair que l'odorat joue un rôle important dans notre vie sociale, il est aussi essentiel à la construction de notre vie intérieure. Pour l'explorer, aucun dispositif technique ne peut rivaliser avec le nez humain. La chercheuse Maria Larsson nous lit les lignes fondatrices de son travail sur l'odorat. Après la mort des êtres, après la destruction des choses seules, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon. Et avec la maison, la ville, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses. C'est un passage très célèbre du roman de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Le personnage principal se voit servir une tasse de thé avec une madeleine. Et le goût, ainsi que l'odeur de cette madeleine, provoque chez lui une avalanche de souvenirs. Ce livre m'a beaucoup inspirée. Et je me suis demandé comment étudier ce phénomène. L'effet Madeleine de Proust a-t-il une réalité scientifique ? Pour en avoir le cœur net, Maria Larsson a lancé une étude sur les odeurs qui nous sont les plus familières. On a utilisé des odeurs de tous les jours, des arômes qu'on retrouve dans la plupart des cuisines, comme le café, la vanille, la cannelle, le citron. Tout d'abord, Maria Larsson fait lire des mots. Quels souvenirs vont-ils déclencher ? C'est de la lavande. Non, je ne crois pas que ce soit associé à un souvenir particulier. Ensuite, Maria Larsson leur montre des images. C'est de l'essence. Ça me fait penser à une station essence quand on fait le plein. Enfin, Maria Larsson leur présente des échantillons parfumés. Oui, c'est de la lavande. Quand j'étais petite et que je m'amusais à fouiller les tiroirs dans la chambre de mes parents, il y avait cette odeur. Ma mère gardait ses bijoux dans des tas de petits écrins et moi, je les ouvrais pour les admirer. J'avais envie de jouer avec. Les résultats de l'étude de Maria sont catégoriques. Quelques molécules odorantes sont plus efficaces pour réveiller des souvenirs personnels enfouis qu'une image ou même un mot écrit en toutes lettres. Ça me rappelle ces moments. L'odeur de la lavande me donne un sentiment de bonheur et de sécurité. C'était vraiment intriguant. Les souvenirs olfactifs sont davantage associés à des émotions. Ils sont plus nostalgiques, plus nets. Ils donnent le sentiment de remonter dans le temps. Mais les odeurs peuvent aussi être associées à des souvenirs négatifs. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui souffrait de stress post-traumatique. Il avait fait la guerre et vu beaucoup de cadavres. Et cette odeur le hantait. Il ne pouvait même pas entrer dans un supermarché pour acheter de la viande, parce que l'odeur lui faisait revivre ce traumatisme. Mais pourquoi les souvenirs convoqués par des odeurs sont-ils plus intenses ? Ici, on étudie la façon dont le cerveau traite les souvenirs olfactifs. En analysant les IRM,
Maria Larsson a découvert qu'une partie de notre cerveau est particulièrement active lorsque nous utilisons notre odorat. Les signaux olfactifs sont transmis par les récepteurs au bulbe olfactif qui, à son tour, envoie des signaux aux structures cérébrales impliquées dans les souvenirs et les émotions. En d'autres termes, notre nez mène tout droit à notre mémoire. Les autres sens n'ont pas cette connexion directe, ce qui explique pourquoi l'odorat peut faire remonter à la surface des souvenirs puissants et parfois très anciens. Le système olfactif dévoile ici une nouvelle dimension de son pouvoir. Il nous permet de rester en bonne santé mentale. Une des caractéristiques de l'odorat, c'est qu'il stimule nos émotions. On sait aujourd'hui que quand on est privé de ces informations au quotidien, on a plus de risques de faire une dépression. Avec la mise en évidence de ce risque de dépression, il est encore plus crucial d'aider les patients atteints d'anosmie à retrouver leur odorat. Quand vous perdez l'odorat, c'est comme si vous perdiez la clé qui vous donne accès à ces souvenirs. Le souvenir est toujours là, mais il n'est plus accessible. Et chez certaines personnes, c'est très triste. Et oui, lorsque notre odorat disparaît, c'est une énorme perte pour nous. Nous sommes privés d'une boussole essentielle pour nouer des amitiés ou tomber amoureux. Nous ne sommes plus prévenus de certains dangers et une source foisonnante de souvenirs ou de plaisirs de la vie se tarit tout à coup. Voilà autant de raisons de chérir notre sens olfactif et de trouver un traitement pour celles et ceux qui l'ont perdu. Après 6 mois de rééducation, il est temps pour Nicole de faire le bilan. Son entraînement olfactif a-t-il été efficace? Thomas Hummel effectue un nouveau test. Orange. Banane. Jambon. C'est beaucoup mieux. La dernière fois, si ma mémoire est bonne, vous avez eu un résultat de 9 points et là, il est de 12. Les effets de cette rééducation sont visibles à plusieurs niveaux. D'abord sur le cerveau. En cas de perte d'odorat, le bulbe olfactif rétrécit. Chez les patients atteints du coronavirus, il est sensiblement plus petit. Et la rééducation lui permet de retrouver une taille normale. Pour Nicole, les résultats sont probants. Elle est en train de récupérer ses capacités olfactives. Et c'est le cas pour 95% des personnes atteintes d'anosmie à cause du Covid-19. Mais qu'en est-il des patients dont l'odorat ne revient jamais? À cause du Covid, des millions de personnes dans le monde ont perdu leur odorat. À cela s'ajoutent les personnes qui naissent anosmiques, soit environ un individu sur 10 000. Parce que notre odorat est un sens trop important pour que l'on puisse s'en passer, la clinique de Dresde participe à un projet de recherche international visant à le restaurer à l'aide d'implants olfactifs. L'idée est d'intégrer un capteur dans des fausses lunettes et d'envoyer un signal électrique lorsque des molécules odorantes sont repérées. Étant donné que le système olfactif s'étend de la cavité nasale jusqu'aux profondeurs du cerveau, une question se pose aux scientifiques. Quelle zone stimuler pour recréer une sensation olfactive? Je vais vous mettre ceci. Ça risque de chatouiller un peu. Thomas Hummel commence par faire un test avec une électrode qui stimule l'intérieur du nez. Ok. Là, je sens quelque chose. Maintenant, vous ne devriez plus rien sentir. Oui, je ne sens plus rien. Les chercheurs ont ensuite poursuivi leur test de stimulation sur le bulbe olfactif, puis sur le cortex olfactif primaire. Et c'est dans cette zone que des premiers résultats ont été obtenus. Un patient a réussi à reconnaître l'odeur des épinards après la stimulation. Ça peut paraître banal, mais pour nous, c'est un grand pas. Ça veut dire qu'on arrive à provoquer des sensations olfactives par stimulation électrique.
Dans le cas présent, il s'agit d'épinards, mais ça pourrait aussi bien être de la mandarine ou du concombre. Ça ouvre de nombreuses perspectives. Selon les scientifiques, les patients pourraient bénéficier de cette innovation d'ici une dizaine d'années. Le chef étoilé Emmanuel Renaud a lui aussi retrouvé son odorat grâce à une rééducation qui a duré 6 mois. Imaginez, vous êtes chez vous et quelqu'un est en train de vous préparer le petit déjeuner et vous avez juste cette odeur de pain grillé. C'est les premières saveurs que j'ai retrouvées après le Covid. J'ai repris conscience de l'importance du goût et du parfum encore davantage quelque part. Je pense que j'ai retrouvé à 100% ce que j'avais avant. J'ai peut-être autant qu'avant, mais en tout cas je prends encore plus de plaisir qu'avant. Tous ceux qui ont perdu leur odorat en témoignent. C'est un sens primordial que l'on a tendance à sous-estimer. Loin d'être accessoire, la science démontre à quel point il est impliqué dans tous les aspects de notre vie. Et mieux encore, plus nous l'entraînons et plus il devient efficace. Alors, laissons-nous mener par le bout du nez et savourons les pouvoirs extraordinaires de l'odorat humain.